La vie intellectuelle ne se déroule pas toujours au cœur de l'université ou dans les grands médias. Certains courants de pensée, pour s'exprimer dans ces espaces qui leur sont inhospitaliers, mènent leur vie dans les marges de la cité, même s'ils parviennent peu à peu à s'y faire une place. Tel a été le cas du libertarianisme au Québec et d'un de ses principaux animateurs intellectuels depuis 30 ans, Martin Masse. Longtemps animateur du journal en ligne Le Québécois libre, il a fait le saut dans la vie politique en devenant ensuite conseiller de Maxime Bernier, au point de l'accompagner dans l'aventure du Parti populaire, où il est toujours engagé aujourd'hui. Du libertarianisme au populisme. Ce parcours intellectuel en surprendra peut-être plusieurs. Il mérite à tout le moins qu'on le retrace. Martin Masse, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, votre parcours intellectuel, je viens de l'évoquer très très rapidement, est un peu long au fil de plusieurs décennies en fait. Mais si on se replace au début de votre entrée dans la vie intellectuelle, au début des années 1990, dans une époque où le Québec a des passions nationales surchauffées, vous publiez un premier ouvrage, Identité collective et civilisation, pour une vision non nationaliste d'un Québec indépendant. Est-ce qu'on peut dire que votre entrée dans la vie intellectuelle au Québec se fait sous le signe de l'indépendantisme non nationaliste ou antinationaliste? En fait, ça s'est fait plusieurs années, même plus tôt que ça, sous le signe du nationalisme, je dirais, plus banal, orthodoxe. En 1980, j'ai 15 ans, je commence à lire les journaux et à devenir éveillé à tout ce qui se passe au Québec. Et j'ai grandi dans une famille où, mon père était nationaliste, indépendantiste, et c'est un peu les influences que j'avais eues. Et donc, à 15 ans, je deviens un partisan du oui. Et dans les années qui suivent, en tant que jeune intellectuel ou quelqu'un qui aspire à être un intellectuel dans les années 80 au Québec, début des années 90, c'est clair que la question nationale est incontournable. Donc, je vais en Belgique avec une bourse en 1988. J'écris ce livre-là. Disons que mon parcours a évolué un peu quand j'ai fait un passage à l'Université McGill. J'ai fait mon bac à l'Université McGill. J'ai découvert que le Québec était peut-être plus, pour utiliser des termes d'aujourd'hui, diversifié et multiculturel, on va en parler plus tard, que le Québec, le Québec francophone dans lequel j'ai grandi. Et disons que j'ai eu une réaction assez négative par rapport à toute idéologie collectiviste qui essayait d'imposer des choses. J'ai évolué graduellement vers une vision plus libérale classique, plus libertarienne. Et donc, je suis resté indépendantiste, mais je suis devenu très allergique à tout ce qui était une vision totalisante de la société. Et dans le nationalisme québécois, justement, je voyais une vision totalisante d'imposer une identité, d'imposer, évidemment, la langue française, qui est tout le débat sur la loi 101, etc. Donc, il y avait un côté autoritaire ou totalisant dans le nationalisme que je n'aimais pas. D'un autre côté, je réagissais très fortement aussi à l'époque à la montée de l'idéologie multiculturaliste au Canada. Pour moi, la vision officielle du Canada, là, qui est juste une communauté de tribus ethniques essentiellement, là, cette vision-là qui était étalée dans les fêtes du 1er juillet, je la trouvais absolument ridicule, réactionnaire, je la trouvais pour moi, c'était le contraire d'une civilisation évoluée. C'était de régresser dans le statut de tribu ethnique, ce que le Canada nous offrait. Donc, j'ai développé cette idée-là un peu originale d'être en faveur de l'indépendance du Québec pour devenir une société normale, une société évoluée, une société qui était fondée sur une identité plus large et moins, je dirais, tribal, justement. Mais en même temps, j'étais contre les excès du nationalisme. Et c'est ça qui a mené à mon livre qui a été publié en 1994. Donc, durant la même période, je développais graduellement mon côté, mes connaissances sur le libertarianisme. Et ça vient un peu après. Alors, sachant que le libertarianisme est une doctrine assez peu fréquente au Québec à ce moment-là, disons-le ainsi de cet euphémisme. C'est une doctrine qui n'est pas présente dans l'espace public, qui implique un changement du rapport au monde. À certains égards, on adopte de toutes nouvelles lunettes théoriques lorsqu'on y passe. À quel moment peut-on dire que vous avez une forme de conversion intellectuelle, vous me direz si le terme est bon, une conversion intellectuelle consciente, assumée au libertarianisme? À quel moment dites-vous l'idéologie de référence, à tout le moins la philosophie de référence qui est la mienne, c'est celle-là? C'est pendant que je travaillais sur mon livre, justement, que j'ai commencé donc en Belgique en 88, mais il a été publié seulement 6 ans plus tard, en 94.
Et pendant ces années-là, je décortique un peu justement les idéologies collectivistes, que ce soit le nationalisme, mais aussi, toutes les autres idéologies, évidemment, le socialisme, le communisme, le féminisme, toutes les idéologies aussi plus minoritaires qui se développent à ce moment-là, mais qui, aujourd'hui, ont pris encore plus de place. Je suis gay. J'étais, à l'époque, évidemment, en train de découvrir ma vie amoureuse et sexuelle, mais sauf que j'avais l'impression, justement, de vivre dans une société à Montréal, à l'époque, là, dans les années 80, où est-ce que j'avais aucun problème à vivre ça. Ça s'est fait très rapidement, mais il y avait des mouvements déjà, là, dans les années 80. J'ai écrit dans le McGill Daily, en 1987, je crois, un article qui disait « Hey, arrêtez là, le mouvement queer puis gay là, qui veut nous faire de nous des victimes, de pauvres victimes, puis il faut presque se mettre en marge de la société, comme justement les excès du nationalisme, cette idée-là qu'on est des victimes, puis qu'il faut rejeter l'autre qui nous victimise, puis qu'il faut créer une sorte de monde avec tout un paquet de mythes là, pour justifier qu'on est à part. Et vraiment que tout mouvement collectiviste à l'époque me tapait vraiment carrément sur les nerfs, là. Que ce soit les grandes idéologies comme le nationalisme ou le socialisme, ou des idéologies vraiment plus minoritaires comme le mouvement gay. Et donc, c'est comme ça que graduellement, j'ai personnellement, sans même lire vraiment, avant même de lire des choses sur le libertarianisme, j'ai développé cette perspective-là. Puis là, j'ai découvert l'école autrichienne d'économie, qui est vraiment, Friedrich Hayek, je pense, qui est le plus connu, qui est un prix Nobel d'économie, Mises, Ludwig von Mises et d'autres, qui est vraiment un courant essentiellement d'économie, mais qui touche aussi à toutes sortes d'aspects de la société, de la politique, et qui est basé sur une vision plus subjectiviste, justement, des rapports sociaux, que la société n'existe pas en soi, là, comme disait Durkheim, là. Et nous, on n'est que des pions à l'intérieur de ces grands mouvements sociaux-là, mais au contraire, la société émerge de l'individu. C'est une vision, évidemment, basée aussi sur ce qu'on pourrait appeler les théories de la complexité aujourd'hui. Les grands ensembles émergent de l'interaction des individus. Et c'est comme ça, dans les années, justement, au milieu des années 90, que j'ai découvert ce grand mouvement-là du libertarianisme, avec il y a toutes sortes on n'a pas beaucoup de temps d'en parler, mais il y a toutes sortes de chapelles aussi dans le mouvement libertarien. Dans le libertarianisme, comme le marxisme, etc. Il y a 1000 chapelles. Absolument. Mais bon, alors cela dit, je poursuis dans votre engagement, ouais. Vous vous associez au milieu des années 90 avec un groupe qui s'appelle les Amis de la Liberté, mais ensuite, vous créez, avec le Québécois libre, vous créez en ligne, vous profitez en fait de cet espace nouveau qui est Internet pour créer un journal qui sera le Québécois libre, qui sera une forme de bannière francophone, votre étendard libertarien au Québec. Qu'est-ce que vous cherchez à faire en créant, à ce moment-là, le Québécois libre? Qu'est-ce que vous cherchez? Quelle impulsion cherchez-vous à donner dans le débat public? Je cherche à donner une perspective différente dans ce que je considérais qui est être à l'époque dans les médias, dans les grands médias, dans les grands débats, l'absence totale de perspectives différentes sur les grands enjeux. Essentiellement, ce qu'on voulait, c'était pas être un magazine théorique, c'était de prendre les débats de société, les questions d'actualité, puis de les analyser, de les régurgiter, entre guillemets, avec un spin libertarien. C'était vraiment ça, c'était d'aller chercher monsieur et madame tout le monde, là, pas de faire des... Bon, il y en avait aussi des articles plus théoriques, mais vraiment notre but, là, c'était de ramener ça sur le plancher des vaches et de dire, cette nouvelle annonce du ministre de l'Éducation ou de la Santé, ou je sais pas trop, hier, comment est-ce qu'on peut l'interpréter d'un point de vue libertarien? Qu'est-ce que nous, on offrirait si on était là? Et donc, de ramener ça à quelque chose de plus facilement compréhensible, là, alors que les gens qui lisent là, des gros tomes de 400 pages ou même des revues académiques sur ces idées-là, il y a presque personne, là. Donc, je voulais vulgariser la pensée libertarienne. Puis, ça a été un gros succès, hein, parce que durant la première décennie, je dirais, on l'a fondé à la fin 98, si mon souvenir est bon. Dure jusqu'à? Ça a duré jusqu'en 2016. Ça a duré 18 ans, l'aventure du Québécois libre. Et on a rejoint des gens de partout dans le monde. À un moment donné, on était des 4-5
principaux magazines libertariens dans le monde, et pas juste dans le monde francophone, parce qu'on avait peut-être le quart ou le tiers de nos articles qui étaient en anglais. Donc, on joignait des gens de partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Australie, etc. On avait des collaborateurs aussi de 5-6 pays. Donc, ça a été vraiment... Je rencontrais des gens dans des conférences aux États-Unis, d'un peu partout, qui me disaient qu'ils lisaient le Québécois libre. J'étais vraiment totalement estomaqué quand on me disait ça. Donc, je pense que ça a été un bon succès. Je rencontre encore des gens aujourd'hui de 40 ans qui me disent qu'ils ont découvert la pensée libertarienne il y a 20 ans en lisant le Québécois libre. Donc, ça me fait très, très plaisir de voir ça. Et bon, on a eu un petit impact, je pense, au Québec malgré tout. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des postes aujourd'hui, dans les médias, etc., qui n'ont pas été nécessairement convaincus. Bon, un de ceux-là, c'est toi, évidemment, Mathieu. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu nos articles et qui ont été influencés d'une façon ou d'une autre, positivement ou négativement, mais qui ont dû, en tout cas, se positionner par rapport à ces idées-là. Et je pense que ça a enrichi jusqu'à un certain point le débat au Québec, mais de toute évidence, ça n'a rien changé fondamentalement. Alors, à l'époque, donc, le Québec commence à sortir, hélas, de la question nationale, commence à se définir à partir d'autres enjeux. Quels sont les enjeux? Parce que vous le dites, il y a des questions... vous cherchez à appliquer le libertarianisme, en faire un journal non pas simplement théorique, mais un journal qui mord sur l'actualité, qui mord sur les enjeux de société. Quels sont les principaux thèmes autour desquels se déploie le libertarianisme à ce moment-là au Québec? La critique du modèle québécois, l'état thérapeutique. Quels sont les thèmes autour desquels le libertarianisme se construit, pas simplement comme théorie, mais comme doctrine politique au Québec? Je pense que la critique du modèle québécois, c'est un des gros enjeux. Là. Puis là, évidemment, je parle de moi et des correspondants qui étaient au Québec, là, pas de tous ceux qui étaient un peu partout ailleurs. Mais bon... Cette mythologie-là sur le fait que le Québec est né pratiquement en 1960 quand on a nationalisé tout ce qui bougeait, on a commencé à nationaliser tout ce qui bougeait au Québec et qu'avant ça, on était au Moyen Âge dans la Grande Noirceur et que toute forme d'avancée, de modernisation impliquait plus d'intervention de l'État, qu'il fallait se servir de nos leviers étatiques pour... faire avancer le Québec. Et tout ça était lié, évidemment, avec la question nationale. Là. Une des raisons pourquoi, bon, on va en parler, mais pourquoi j'ai cessé d'être indépendantiste, c'est que l'idée indépendantiste était inextricablement liée à la volonté d'utiliser nos fameux leviers étatiques. C'était comme, je pense qu'il y avait pratiquement aucun indépendantiste au Québec là, qui pouvait imaginer qu'un Québec indépendant, le but de faire l'indépendance, que c'était pas d'avoir plus d'intervention de l'État. Vraiment, il y avait presque personne qui pensait ça. Et donc, j'ai abandonné cette idée-là. Mais clairement, c'était ça qui était un des principaux... bon, mettons la santé. Écoute, j'ai écrit des articles sur l'encombrement des urgences en hiver avec la grippe. À chaque hiver, quand les ministres n'arrivaient même pas à planifier le fait qu'une grippe arrivait tous les hivers et que les urgences se remplissaient. C'était comme, oh, quelle surprise! Décembre arrive et les urgences se remplissent. On ne l'avait pas prévu. Ça, là, j'ai écrit des articles là-dessus. J'en ai sorti un il y a quelques jours que j'ai envoyé à un ami avec lequel je débattais des questions de la COVID. Je l'ai écrit il y a 21 ans. C'était Pauline Marois qui était ministre de la Santé. C'est incroyable qu'on n'a pas évolué, que ce soit la santé, l'éducation, toute forme d'intervention de l'État dans l'économie, etc. On est... la teneur des débats au Québec est superficielle sur ces questions-là. Alors, quand on décide de créer non pas un journal théorique, mais un journal d'idées engagé dans la cité, on cherche d'une manière ou de l'autre à influencer l'agenda. À l'époque, il y a 2 véhicules possibles pour des idées plus à droite, entre guillemets. Je ne sais pas si vous portez cette étiquette, mais à tout le moins votre courant de pensée où il pourrait s'investir. Sur la scène fédérale, à ce moment-là, il y a à la droite du Parti conservateur, en fait, il y a le Parti réformiste d'abord, l'Alliance canadienne ensuite, l'alternative entre les deux, l'Alliance canadienne ensuite. Et au Québec, il y a la DQ. Est-ce que vous avez l'impression que vos idées à ce moment-là percent, par exemple, chez un Stephen Harper, percent chez les militants de la DQ? Est-ce que vous avez l'impression de trouver, tout comme les gens, par exemple, de l'Action nationale sont heureux lorsqu'on voit les nationalistes québécois reprendre leurs analyses, eh bien, est-ce que vous avez l'impression à ce moment-là de trouver de l'écho politique pour vos idées?
Oui, il y en a eu. En fait, au Québec, si on recule un peu en arrière, en 1995, le Mouvement des Amis de la Liberté, ça a été fondé par un groupe de jeunes hommes à l'époque. On était très jeunes. Moi, Michel Kelly-Gagnon, qui a fondé l'Institut économique de Montréal ou qui a dirigé, qui a relancé l'Institut économique de Montréal, qui est encore là. Pierre Desrochers, qui est aujourd'hui un professeur à l'Université de Toronto. Et Pierre Lemieux, qui lui est un petit peu plus vieux que nous, mais qui lui avait commencé à propager ces idées-là, même une décennie plus tôt que nous. Et puis le dernier, c'était Éric Duhem. Et Jean-Luc Miguet aussi? Oui, mais Jean-Luc s'est joint au groupe là, à mesure qu'on avançait, mais il n'était pas là. Et Éric Duhem, je vous écoute, pardonnez-moi. À un moment donné, en janvier 1995, on s'est réunis, ce petit groupe de jeunes-là. Jean-Luc Miguet était aussi, lui, beaucoup plus vieux que nous. Et Éric Duhem, qui est resté un ami durant toutes ces années-là, qui aujourd'hui fait campagne pour devenir chef du Parti conservateur du Québec, donc le monde est petit. Et Éric, donc, a travaillé avec l'ADQ, avec Mario Dumont. Écoute, j'ai dû écrire 6 ou 7 éditoriaux au fil des années sur l'ADQ. Et d'une fois à l'autre, c'était il y a un espoir avec l'ADQ, ils vont dans la bonne direction. 6 mois plus tard, c'est bon, l'ADQ fait encore un virage à gauche, c'est de la merde. Il n'y a rien à faire avec ça. Ils sont complètement confus. 1 an plus tard, enfin, il y a quelque chose qui se passe. 1 autre année plus tard, ça va encore nulle part. Mario Dumont, pour moi, c'était la girouette typique qui ne changeait d'avis à tous les 6 mois, dépendant de là où le vent soufflait. Et donc, je me suis un petit peu rapproché de l'ADQ. Éric était là, mais finalement, j'ai jamais embarqué dans l'ADQ. J'ai jamais milité dans l'ADQ. Et chez les Canadiens? Et au niveau fédéral, évidemment, comme j'étais indépendantiste jusqu'en 1995, je ne m'intéressais pas vraiment à ce qui se passait. En fait, j'avais voté pour le Bloc dès les premières années du Bloc, après 1990. Mais là est arrivé, donc mon livre est publié en 1994. Je suis devenu brièvement chroniqueur au Devoir. Lise Bissonnette avait aimé ma perspective indépendantiste non nationaliste, m'avait invité pendant l'été à avoir une chronique. Et j'avais espoir, et j'avais parlé justement à des gens, j'avais parlé à Richard Lehire, qui est devenu ministre par la suite, à Louise Ariel, puis j'avais espoir qu'on allait offrir autre chose que le discours, encore une fois, ultra-étatiste, ultra-nationaliste, ultra-victimisant, ultra-revanchard, anti-anglo, etc. Et c'est pas ça qui est arrivé. Dès l'élection du PQ, on est en septembre 1994. Novembre 1994, je crois. Septembre, dans ce boulot, en tout cas à l'automne. Et ça a reviré vraiment dans la direction de tout ce que je détestais. Et à peine quelques mois plus tard, donc j'ai décidé que je ne pouvais pas aller suivre ça et je suis devenu fédéraliste. Alors, cela dit, au Canada, je me permets de faire écho parce que de mémoire, mais peut-être est-ce que ma mémoire me trompe, un Stephen Harper, par exemple, était un lecteur du Québécois libre. Oui. Vos travaux trouvaient de l'écho. Après, mais là, le Québécois libre n'est pas encore... D'accord, mais une fois que le Québécois libre est lancé, vous l'avez fondé, vous travaillez, vous cultivez, vous semez vos idées dans l'espace public. Chez les politiques, finalement, Harper, qui va devenir premier ministre du Canada, va être intéressé par le Québécois libre. En fait, donc en janvier 95, quand je deviens fédéraliste, j'avais écrit dans mon livre à la toute fin du livre, que si le projet indépendantiste ne fonctionnait pas, il fallait se tourner vers la seule alternative qui était la décentralisation radicale du Canada. Et il y avait un parti, justement, le Parti réformiste, qui avait des politiques justement pas mal libertariennes, très conservatrices libertariennes, et qui proposait une décentralisation radicale du Canada, vraiment enlever pratiquement tous les pouvoirs. Évidemment, respecter la Constitution. La Constitution n'est pas respectée aujourd'hui. Ottawa intervient dans tout. Il y a plein de choses qu'Ottawa fait comme gouvernement fédéral qu'il ne devrait pas faire. Et j'avais écrit qu'il faudrait peut-être essayer de s'allier avec ces gens-là dans l'ouest du pays qui voulaient décentraliser radicalement le Canada. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai joint le Parti réformiste. Je suis devenu employé au bureau du Québec, du Parti réformiste. On était une poignée de réformistes à ce moment-là, en 1995. J'ai été candidat du Parti réformiste en 1996.
Et j'ai rencontré donc Stephen Harper, qui était un jeune député à l'époque. Je suis devenu, une bonne connaissance. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Et donc, oui, Stephen Harper lisait le Québécois libre et s'intéressait à ça. Et je l'ai aidé d'ailleurs à devenir chef quelques années plus tard, en 2001, je crois qu'à ce moment-là, c'était de l'Alliance. Oui, c'était de l'Alliance canadienne, donc avant la fusion avec l'ancien Parti conservateur. Mais je suis devenu rapidement très, très sceptique qu'il allait faire des réformes. Les politiques vous déçoivent souvent. Oui, les politiques me déçoivent toujours, en fait. C'est vraiment... les gens ont des idées, mais ce qui arrive en politique... La politique est une activité totalement irrationnelle et débile. Et quand on entre dans le jeu politique, le seul but, c'est de plaire à tout le monde et donc de diluer nos idées. Alors, je vous conduis justement à votre engagement politique. Alors, parce que, il y a votre parcours au Québécois libre, un travail intellectuel, un travail pour construire un courant de pensée. En fait, juste avant de vous poser la question sur votre engagement politique, qui viendra dans quelques instants, question presque psychologique ou biographique, est-ce qu'à construire un courant de pensée comme ça dans les marges, mais qui est tenu dans les marges en dernière instance, qui ne trouve pas un écho au cœur de l'espace public, est-ce qu'en dernière instance, ça devient asphyxiant? C'est-à-dire le sentiment de chapelle ou de dogme, on est dans l'entre-soi des croyances partagées. On n'est pas vraiment en débat avec le reste de la société parce que la société ne veut pas débattre avec nous vraiment. Est-ce qu'en dernière instance, il y a quelque chose d'asphyxiant dans un travail intellectuel dans les marges? Non, j'ai jamais eu cette impression-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on était en contact avec des libertariens d'un peu partout dans le monde. J'allais dans des conférences ailleurs, aux États-Unis surtout. C'est un mouvement de pensée aussi qui est, l'héritier du libéralisme classique. C'est pas un mouvement malgré ce qu'on peut croire aujourd'hui que c'est un mouvement marginal. C'est vrai que c'est marginal dans sa version, je dirais, plus pure, mais pour moi, défendre le libertarianisme, c'est défendre la civilisation occidentale. Donc, je me sens absolument pas marginal de faire ça. Ça a aussi des répercussions sur toutes sortes d'aspects. Je suis un fan de l'Antiquité, de la Grèce et de la Rome antique. Je me sens pas du tout dans mon petit monde avec mes dogmes qui sont difficiles qui ont pas d'écho dans rien. Au contraire, je me sens comme un héritier de la civilisation occidentale et je suis quelqu'un qui essaie de la faire, de faire en sorte qu'elle va survivre. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire ça aussi. J'ai travaillé aussi pendant longtemps à l'Institut économique de Montréal, qui est une organisation quand même assez mainstream, là, qui a eu un grand succès dans les médias au Québec, à faire avancer toutes sortes d'idées. Pas nécessairement d'un point de vue libertarien radical, au contraire, là, c'était quand même juste une approche économique sensée, basée sur le libre marché, là. Et on a fait avancer plein de choses. L'Institut continue encore. J'ai fait toutes sortes de choses dans toutes sortes de domaines qui ne m'ont jamais donné l'impression que j'étais dans un petit milieu asphyxiant, non.